va enchaîner sur une prochaine conférence où là, on va laisser place aux événements sportifs et plus particulièrement sur le trail. Et du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Elliot de l'Infernal Trail des Vosges et François du Grand Raid du Finistère qui vont nous parler un petit peu de leur événement, de ce qu'ils font aujourd'hui sur la partie bénévole et accréditation, puisque des accréditations, ça existe aussi dans le monde du sport. C'est moins courant, mais ça a bien fonctionné cette année, donc on va en parler un petit peu. Ce que je te propose, Elliot, c'est que tu nous en dises un peu plus sur ton événement. Bon, ça veut dire que je commence. Alors du coup, l'événement, il a 16 ans. On a fait la 16e édition cette année. On accueille plus de 25 000 visiteurs sur les 4 jours, 650 bénévoles, une centaine d'accrédités. Alors les 650 bénévoles affectés et une centaine d'accrédités. 73 missions, 6700 coureurs. Donc on arrive au taquet là pour cette année. Et donc quoi d'autre? C'est déjà bien. Alors c'est quoi l'Infernal Trail des Vosges? L'Infernal, donc on va de 200 km avec 10 000 de D+, 10 000 de dénivelé positif. Et notre plus petite course, c'est un 8 km. Après, on a des courses plus fun avec des obstacles. Mais grosso modo, il y en a qui partent pour faire 200 km sur le massif des Vosges. Alexandra, t'as compris? 200 km. C'est parfait. Donc voilà, donc ça représente des coureurs d'ultra trail, ça représente des coureurs de trail long, trail court, et plus des gens qui sont là pour découvrir la course à pied. Et ça représente aussi 25 nationalités différentes. Ok, super, merci Elliot. À ton tour, François, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton événement qui est le Grand Raid du Finistère? Ouais, alors déjà merci de me convier ici. Je pourrais très facilement avoir un petit syndrome de l'imposteur parce que nous, ça fait que deux éditions qu'on utilise des bénévoles parce que c'est la 2e édition de l'événement. Donc merci de me donner la parole. Donc on est passé de 70 bénévoles à l'année dernière parce qu'on n'avait qu'une seule course qui faisait 166 km et 3700 de dénivelé positif tout autour de la presqu'île de Crozon avec un seul format, 166, qu'on pouvait faire seul, à 2 ou à 4. Et cette année, on a fait plus 300% en termes de participants pour arriver à 1104 avec plus de formats, 92, 56 et un 14 km qui a la particularité d'être le seul parcours qui est balisé. Tous les autres se font à l'orientation avec la montre. Donc on a 125 missions, c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris tout à l'heure quand je voyais le monde de l'événementiel. J'ai pu en échanger avec certains d'entre vous parce que ce que j'ai vu sur les festivals, c'est qu'il y avait beaucoup moins de missions, mais peut-être plus de créneaux. Donc je me suis demandé comment ça se fait que nous, on avait autant de missions. C'est parce que, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on avait beaucoup plus de sites différents. Et on utilise beaucoup plus la cartographie que peut-être d'autres d'entre vous. Donc cette année, on a fait le choix aussi de bien identifier avec des formulaires différents tous les prestataires, tout le staff médical, tous les gens qui vont avoir un rôle un petit peu spécifique, notamment sur le suivi live. Et voilà un petit peu l'historique de l'événement. Alors, est-ce que vous aussi, vous refusez les bénévoles sur vos événements? Alors non, et la question de Thomas, qui est directeur de course sur le Grand Raid du Finistère, n'était pas anodine, parce que chez nous, on a certains bénévoles qui font des créneaux horaires qui sont juste hallucinants, plus de 24 heures pour certains. Alors nous, on fait 36 heures, mais c'est nous. Et en fait, on aimerait ne plus avoir ça, donc si vous en avez trop, n'hésitez pas à partager, on est dans le partage. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus stylé d'être à la buvette que d'être, comme tu disais, au rond-point en pleine nuit, sous la flotte. Et c'est problématique chez nous. Mais on a 70 bénévoles l'année dernière, on en a 200 cette année. Je suis confiant pour l'année prochaine pour aller atteindre les 300 et on pourra réduire justement ces créneaux horaires. C'est l'objectif. Et toi, Elliot, sur l'Infernal Trail, aujourd'hui, comment tu les recrutes? Je crois comprendre, c'est une communauté très soudée, hein, les bénévoles de l'Infernal Trail, c'est une grande famille. Ouais, nous on est un trail très familial, beaucoup moins compétitif. Donc les bénévoles, on n'a pas recours à des associations. C'est vraiment les bénévoles qui sont identifiés et qui s'identifient à l'Infernal comme étant une marque.
Et donc on n'a pas de difficulté à recruter des bénévoles. C'est un gros avantage qu'on a. Je sais que dans le sport, c'est très compliqué. Les assos, aussi bien les clubs que les événements. Il y a Stéphane de Sport Chrono qui pourra en témoigner. Mais nous, c'est une vraie facilité qu'on a. Alors bien sûr, il y a des bénévoles qui ne veulent pas faire certains postes. Il y a des postes ingrats comme dans tous les événements. Mais en tout cas, on a cette chance de pouvoir bénéficier d'une certaine aura et d'une certaine image qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas peine à recruter des bénévoles. Alors après, ils sont choyés. On en discutait tout à l'heure, il y a une grande soirée des bénévoles avec plus de 400 personnes. Et on s'en occupe toute l'année, il y a des newsletters tous les mois. C'est vraiment un travail de fond qui est fait. Mais en tout cas, à l'instant T, on n'a pas de difficulté à recruter des bénévoles. Toi, Elliot, en plus, ce que tu me disais, c'est que tout au long de l'année, tes bénévoles, ils font des actions, ils font du balisage, ils préparent des obstacles. Ouais. Alors du coup, on a des ateliers tout au long de l'année. On a un comité déjà qui regroupe une trentaine de bénévoles qui va gérer plusieurs pôles. Et ensuite, il y a les ateliers balisage où ils vont fabriquer le balisage. Il y a des ateliers divers et variés sur de la préparation logistique. Et c'est ce qui permet d'animer la communauté. Alors, vu qu'on parle de WizCrew, par le biais de WizCrew avec les SMS et les mails, et voilà, c'est un gros plus pour nous de pouvoir gérer directement par le module campagne. Et voilà. Ok, merci. Si je rebondis sur le Grand Raid du Finistère, et c'est une spécificité dans le monde du sport et du trail et de l'ultra trail, c'est ce que tu voulais mettre en avant un petit peu, c'était vraiment d'avoir une vision de l'ensemble de tes missions, de l'ensemble de tes bénévoles. Donc toi, tu utilises beaucoup, François, la cartographie, du coup, ce qu'on met ici en avant, que tu aies une image en temps réel de qui est où et qui fait quoi. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Alors, les petits logos orange, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, mais c'est des petits policiers. Et c'est des postes qui sont ultra clés parce que c'est des postes ils vont scanner en fait les coureurs quand ils vont passer. Donc nous on a une cartographie où on va voir via un algorithme, il va calculer la progression des coureurs et donc on doit savoir si le bénévole qui est au poste de scan où le coureur est attendu à telle heure, il y est bien. Donc visuellement c'est beaucoup plus simple que d'avoir une ligne avec marqué scan coureur en P21. Voilà. Donc nous, on a besoin de ça. On a besoin de savoir aussi précisément la cartographie pour que les bénévoles qui vont gérer les bénévoles qui ne sont pas forcément du coin puissent dire tiens, le point d'eau numéro 5, il est là. Et je sais que les gens sont là. Si j'ai besoin d'emmener une navette à cet endroit-là, voilà, tout doit être beaucoup plus visuel avec une cartographie parce qu'on a beaucoup plus de mouvements de personnes sur la presqu'île. Alors, on n'est pas non plus comme en montagne où les déplacements vont être très longs. Là, ici, même si ça peut paraître grand, au maximum, on a 1 heure de déplacement sur les points les plus écartés. Donc, ça va quand même. C'est plus gérable. Toi, c'est pareil, Elliot, sur l'Infernal Trail, sur le 200 ? On est des mauvais élèves, nous, de WizCrew. C'est qu'en fait, on n'utilise que très peu la solution, ou très mal. Ben peut en témoigner. La carto, on l'utilise très peu. En fait, on rentre quand même les coordonnées GPS pour que les bénévoles puissent les avoir. Mais on bosse beaucoup sur la gestion de courses et des bénévoles sur l'événement avec d'autres outils de carto liés au PC course. Et donc, on n'est pas des bons élèves là-dessus sur la partie carto. Bon, un axe de progression du coup. Peut-être, oui. Et du coup, attends, juste pour finir, en fait, dans la création de la cartographie, je me suis imaginé étant un coureur et me dire voilà, je progresse sur le parcours, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qu'il me faut pour progresser en toute sécurité, avoir les points d'eau, les petits panneaux jaunes, c'est les signaleurs, on voit en haut le staff médical. Enfin, ouais, je me suis vraiment visualisé en étant un coureur et puis de me dire de quoi je vais avoir besoin. Et si on zoome, on a vraiment tous les postes et toutes les missions qui sont rétablis comme ça. Et c'est comme ça que je l'ai construit cette cartographie. Oui, en fait, tu t'es fait le parcours dans la tête et tu te dis bon, pour réussir le 170, voilà ce que j'ai besoin en termes d'assistance de mission du coup, et c'est comme ça que tu raisonnes. C'est assez intéressant. Exactement.
Ok. Et la spécificité de vos événements, du coup, les gars, ce que vous avez fait là depuis cette année, ce qui est assez intéressant, c'est que vous aussi, vous gérez des bénévoles, mais vous gérez aussi d'autres populations. Vous avez des différentes populations du staff médical, c'est très très important. Vous avez des prestataires, vous avez des partenaires, vous avez des personnes sur la partie média qui suivent les coureurs en live. Donc du coup, l'idée de cette année, c'était de tout centraliser dans la solution pour leur donner des missions, etc. Ouais, alors moi j'ai un dicton sur les événements que j'organise, parce que j'en organise plusieurs, mais celui-là c'est quand même l'événement majeur. Je dis toujours, cette année c'est comme ça, l'année prochaine ce sera mieux. Et je dis ça aux coureurs, je dis ça aux bénévoles, je dis ça aux prestataires, je dis ça aux communes, je dis ça à tout le monde. Et il y a des choses qu'on fait pas très bien certaines années, et l'année dernière j'étais incapable de répertorier tous les étudiants kinés par exemple qui étaient venus sur l'événement. Je savais pas qui c'était. Alors j'ai la chance d'avoir un beau-frère qui est prof dans une école de kiné qui avait géré ça, il avait coucou les gars venez, mais j'avais pas de listing. Maintenant chaque étudiant kiné va être stocké dans la base avec un formulaire spécifique, parce que j'aime bien voir leurs petites photos, qu'on sache qui c'est exactement quand ils arrivent. Donc on a créé des formulaires comme ça différents, et puis pareil pour les prestataires qui vont avoir besoin d'un hébergement, et puis tout le staff suivi live aussi qu'on avait mis en place. Est-ce que on avait une dotation particulière pour eux, ils avaient des besoins spécifiques, donc on a créé des formulaires par catégorie. Et du coup, toi, Elliot, cette année aussi, c'était une grande nouveauté sur l'Infernal Trail, c'était que tu voulais accueillir l'ensemble de tes publics, mais hors coureurs. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, je vais avoir également, je vais renseigner mes partenaires, parce que tes partenaires, ils te donnent des contreparties, et donc du coup comment bien les accueillir, comment leur donner des gratuités. Et donc cette année sur l'Infernal Trail on a fait un pari osé. Elliot a encore à 2 semaines de l'événement, il m'a dit non on n'y va pas, je lui ai dit si on y va, et on a voulu digitaliser un petit peu l'aspect gratuité. Donc c'est un peu une première sur du trail en France, j'ai l'impression. Mais donc chaque population, que ce soit le staff médical, que ce soit les partenaires, les médias, les collectivités, les élus, etc., ils étaient renseignés dans la solution via des formulaires, via des ajouts manuels. Et du coup, tu leur as fourni des contre-marques, tu leur as fourni des badges, c'est ça ? Donc on a fait un gros travail là-dessus. Étant donné qu'on arrive à un volume de coureurs conséquent, on va se concentrer un peu sur l'expérience partenaire, l'expérience prestataire et coureur bénévole. Et c'est un peu notre chemin aujourd'hui. Et donc on voulait, plutôt que d'envoyer par la poste 400 invitations, on s'est dit en fait on va tout digitaliser et on va créer par le biais du système d'accréditation un formulaire. Alors on aurait pu en faire plus, on n'avait pas trop le temps. C'est les axes d'amélioration pour l'année prochaine, mais où tous les prestataires, staff médical, il y avait qui d'autre, les officiels, tout le monde s'est inscrit dans cette solution-là, toutes les personnes accréditées finalement, hormis les bénévoles, et ça nous a permis de gérer des droits sur les boissons, sur tout ce qui est catering, et donc ça nous a enlevé une épine du pied, et ça a enlevé aussi pas mal de travail aux équipes terrain. Parce que de savoir que l'exposant il a le droit à 3 boissons, le partenaire à 6, etc. Tout était centralisé dans les Somni de chez Wiz. Et donc avec les scanettes, il y a eu je crois 3000 ou 3500 scans sur le week-end. Et donc tout était géré depuis ce système-là. Et donc les intégrations se faisaient par le QR code, etc. quoi. Et donc pour terminer les tickets repas, quoi. Terminer les tickets repas, terminer les jetons, terminer les prises de tête avec celui qui a perdu son ticket. Et nous l'avantage, alors on a une problématique, c'est que le bénévole qui est bénévole chez nous le jeudi sur le 200 km, il peut venir le samedi boire un coup parce qu'il a quand même été bénévole. Et en fait, à l'époque, on avait ces problématiques. Oui, mais moi, j'ai perdu mes tickets, j'étais à l'autre bout du département, je veux quand même venir, je veux boire un coup. Avec ce système-là, ça nous permet qu'il conserve ses droits, il consomme tout de même ses boissons, mais 2 jours après ou 3 jours après. Et du coup, on peut satisfaire tous nos bénévoles et même les partenaires, etc. C'est un avantage. Et ça permet, au contraire, des prestataires qui sont là que le jeudi, vendredi, de leur retirer les droits sur le samedi, dimanche, etc. Toi, François, comment tu gères un bénévole ou un kiné, par exemple? Il a le droit de manger chez toi, il a le droit de boire un coup. Comment tu fonctionnes ça, du coup?
Et c'est simple, il ouvre le frigo, il se sert. Non mais véridique, on est encore très à la bonne franquette. Hein. On a la salle polyvalente de Telgruc-sur-Mer qui ouvre ses portes. Et dedans, il y a 2 grands frigos. Et puis on dit à chaque prestataire, chaque bénévole, servez-vous. Chaque responsable de pôle sait, via la solution, il sait qui il a en responsabilité. Et il va prendre les boîtes de pâté ENAF et les baguettes, et puis en avant Guingamp. Et ensuite, pour tout ce qui est prestataire, pour l'instant, on est encore sur des volumes qui restent gérables à la mano. Et ils vont voir Delphine, qui est responsable du village et qui a, elle, justement, la liste via le formulaire de tous les prestataires, et qui sait que Benoît, qui est speaker, va pouvoir avoir son petit ticket repas et se servir dans le food truck de son choix. Et après, on s'arrange avec les food trucks, et puis voilà comment c'est géré pour l'instant. Bonne franquette. C'est très bien. Et là, je me rappelle, tu m'avais dit la raison pour laquelle tu as été poussé à un petit peu gérer un peu mieux l'accueil de ces populations. C'était, tu avais eu l'histoire l'année dernière d'un élu qui devait se rendre sur un parking un peu premium, mais qui avait aucune distinction et qui s'est fait refouler, c'est ça? C'était un... Ouais, on a le président du département des Vosges, François Vanson, qui s'est retrouvé à marcher quasi 1 kilomètre pour accéder à l'espace partenaire, parce qu'il a été refusé à l'accès parking officiel. Et en fait, dans ces institutions-là, il y a les cabinets qui gèrent les événements, les accrètes, tout ça, et lui n'avait pas son badge. Du coup, le bénévole, il a appliqué les consignes et il s'est retrouvé à l'autre bout. Là, l'avantage, c'est qu'avec la digitalisation sur le téléphone, etc., c'est vachement plus simple. Et il a pu accéder à l'événement cette année. Enfin, du moins plus proche. Il n'a pas marché. Non, pas du tout. Et ouais, du coup, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que on a fait le parti pris là sur l'Infernal Trail, c'était de se dire tout ce qui était ticket boisson, ticket repas, etc. Au lieu de les mettre dans des enveloppes, de les distribuer à des bénévoles en fonction de leur shift, etc. C'est qu'on a fait le parti pris de tout digitaliser, c'est-à-dire que chaque bénévole et chaque personne accréditée avait un badge. Sur ce badge-là, on avait un accès et on leur transmettait des gratuités, donc des tickets boissons et repas, mais virtuels, et ce qui permettait en fait à chaque fois qu'ils se présentaient au catering ou au bar de se faire scanner, et ça leur décomptait leur quota de boissons et de repas. Donc aucune gestion le jour J à se dire tiens, j'ai perdu mon ticket, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est un gros avantage. Alors on a augmenté les quotas cette année parce on tendait un peu le dos de savoir comment cette nouvelle solution allait être intégrée. Donc on s'est dit on va augmenter un peu les quotas. On se rend compte que les gens ont été plutôt raisonnables. Alors on leur avait pas donné les quotas qu'ils avaient, comme ça on était tranquille. Mais effectivement, tout ce qui était boissons, repas, tout s'est géré depuis la solution, avec un nombre de repas par jour, un nombre de boissons, et c'était réglé, quoi. Je crois que les bénévoles avaient 18 tickets boissons. Ils le savaient, ça? Non, ils ne le savaient pas. Et toujours dans cette partie-là, le gros avantage, c'est que derrière, tu peux vraiment tout monitorer. Tu peux savoir tes pics d'affluence sur ton catering. Tu peux savoir qui est-ce qui est venu, qui est-ce qui a mangé, qui est-ce qui a bu. Et ça te permet vraiment de suivre ça un peu en temps réel, quoi. On peut savoir le bénévole qui fait un créneau de 4 heures et qui mange 4 fois. Mais non, ça permet vraiment d'avoir des stats en temps réel. Nous, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout avant à l'époque des tickets. Parce que compter les tickets des repas, on faisait un truc à la louche et puis ça nous allait bien. Le comptable, il n'aimait pas trop, mais ça passait comme ça. Et cette année, ça nous permet d'être vachement plus précis et de vraiment avoir des statistiques. Et on va pouvoir aussi orienter et régler notre plage horaire de catering, notre plage horaire de buvette, grâce à ces solutions-là, parce que finalement, si la buvette elle est utilisée que sur 4 heures de temps, ça ne sert à rien que les bénévoles soient mobilisés 8 heures. Donc c'était dans ce sens-là aussi pour, comme je disais tout à l'heure, améliorer l'expérience bénévole et prestataire et accrédité, quoi. Toujours sur la partie expérience bénévole, je sais que toi, François, tu apportes une grosse importance sur la communication auprès de tes populations, mais surtout
1, 2, 3, pardon. Surtout avec tes bénévoles. J'ai remarqué un petit peu dans ton compte, tu avais un peu une stratégie où tu communiquais assez régulièrement, de façon assez structurée avec tes bénévoles. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu fonctionnes ? Ouais, alors en fait, nous, moi je suis très issu du monde de la communication digitale et c'est un peu grâce à ça que j'ai réussi à embarquer tout autant de personnes assez vite dans ce projet et ces gens-là, je tiens à les fidéliser et surtout pas recommencer ce travail de recherche parce que j'accorde beaucoup d'importance à la formation des bénévoles et c'est pour ça que le Grand Raid du Finistère a grandi petit à petit pour avoir un socle de personnes qui connaissent très bien l'événement, très bien leur mission, très bien leur rôle et sur qui je peux avoir une confiance aveugle parce qu'on ne peut pas être partout, surtout quand on a 11 communes à gérer. Donc il y a quelque chose aussi que j'accorde vraiment avec une grande importance, et on parle beaucoup dans le milieu du sport de l'expérience participant, l'expérience coureur, que les coureurs se satisfaient, etc. Moi, je pense que l'expérience bénévole, elle est tout aussi importante et mérite aussi tout autant de dépenses et d'attention. Et dans la communication, en fait, on a des fois tendance à se dire que tout est évident parce qu'on a la tête dedans. Notre événement, c'est notre bébé, on pense qu'à ça. Mais en fait, il y a des gens qui vont venir et nous, on a recruté cette année, j'ai fait un test de recruter par des campagnes de publicité Facebook. Qui a très bien marché d'ailleurs. Et en fait, c'est des gens qui sont venus juste, j'ai mis dans les critères bénévoles, enfin des mots-clés comme ça, et qui n'avaient jamais fait de bénévolat sur des événements sportifs et qui connaissaient pas du tout le milieu du trail. Donc c'est important de leur inculquer la culture de l'événement pour qu'ils se mettent à la place de la personne et qu'ils ressentent en fait ce que le coureur va ressentir, pour qu'ils puissent mieux l'aider. Donc moi je tenais vraiment à communiquer justement avec les bénévoles tout au long de l'événement, bien en amont, pour leur expliquer qu'est-ce qui allait se passer, quelles étaient vraiment les différentes missions, et puis de faire des relances comme ça au fur et à mesure de la période, pour pouvoir vraiment remplir les missions au fur et à mesure, et avoir des gens qui vraiment ils sont investis, qui sachent ce qu'ils vont faire précisément. Donc c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé le système de campagne, pour qu'au fur et à mesure, on ait vraiment tout le monde sur quasiment tous les créneaux. C'est intéressant ce que tu dis quand tu parles de l'expérience coureur ou de l'expérience festivalier. Et en fait, c'est super lié avec l'expérience du bénévole, parce qu'au final, quand ton trailer, quand ton festivalier, il arrive sur un événement, il ne voit pas ta tête. Il voit tes bénévoles à la remise des dossards, et tout ce que tu lui as transmis, toutes les formations que tu aurais pu lui donner, c'est ton coureur, la première chose qu'il voit, c'est cette personne-là. Et s'il connaît ton événement, si tu lui as donné un peu l'ADN de ton événement, c'est ce qui va faire derrière la réussite et la satisfaction du coureur, quoi. C'est exactement ça, et en fait, comme disait François du T24 tout à l'heure, on accorde aussi une importance au phoning, d'appeler les gens, en fait, de rester en contact. Alors c'est sûr qu'avec 200 bénévoles, c'est plus facile qu'avec 2500, mais c'est quand même important de garder ce côté, on parle beaucoup dans le trail de ce côté authentique, familial, et du coup, si on peut avoir ce contact et cette proximité, le coureur, il va l'apprécier, il va le ressentir, et puis il va revenir. Donc d'avoir cette communication, moi avec le bénévole, ou nous, l'équipe, enfin je suis principalement seul, mais à gérer ce sujet du bénévolat, mais d'avoir cette communication et cette pédagogie, lui il va le retransmettre au coureur. Donc et le coureur, son souvenir, ça va pas être toi, ça va être ce qu'il a vécu, donc par le biais de tous tes bénévoles mobilisés sur l'événement. Et je suppose que c'est pareil pour toi, Elliot, la personne qui fait un 200 km et qui voit le bénévole au ravito du 175e, il doit tellement être content de le voir. Ouais, c'est les retours qu'on a sur les enquêtes coureurs, c'est que les bénévoles, c'est vraiment en tout cas pour nous, c'est vraiment l'image de l'événement. Il y a beaucoup de gens qui reviennent pour nos bénévoles. On fait un gros travail là-dessus. Même si on favorise vraiment l'expérience coureur, je crois que pour la réussite de l'Infernal, ce qui est aujourd'hui vraiment important, c'est la gestion des bénévoles et les bénévoles. Je pense que, moi je suis. Alors Johan, il n'aime pas quand je dis ça, il est juste derrière. Mais Johan, il est vachement attaché à l'expérience coureur. Et moi, les coureurs,
ça m'intéresse pas, je m'en fous. Et je suis vachement lié à la partie terrain et opérationnelle. Et donc c'est vrai que moi, je suis vraiment très lié aux bénévoles. Donc pour moi, c'est vraiment la vitrine de l'événement, quoi. Ok, merci. Je ne sais pas, vous avez des questions pour nos chers amis ici? Est-ce que ça vous intéresse de faire un 200 km? Non, vous avez 8 mois pour vous préparer. J'ai une question parce que quand tu parlais de cet esprit hyper familial, convivial des trails, Elliot, je t'ai vu faire comme ça. Parce que du coup, toi, tu as une distance un peu plus longue. Je ne sais plus combien tu as de bénévoles. Nous, on en a 650. Nous, on ne fait plus de phoning. Bah voilà. Ma question, Non, elle découle de ça, de comment... je ne sais pas si, tu continues à influer cet esprit trail, mais comment tu fais sans du phoning à continuer à insuffler cet esprit justement convivial et de famille, si tu arrives à le tenir encore sur ton trail? Alors nous, ce qui fait beaucoup, c'est qu'on est un événement 100% bénévole. C'est-à-dire que, aussi bien Johan que moi, aujourd'hui, on est en congé pour venir au WizDay. Et en fait, c'est ce qui fait notre ADN, c'est qu'on n'a pas de salariés. Et en gros, on gère un événement de plus de 6000 coureurs 100% bénévoles. Et donc, les gens se rattachent à ça. Et notre communication avec eux, en fait, il n'y a pas de... c'est vraiment très authentique. Alors, on ne fait plus de phoning parce qu'on n'a pas le temps. Mais on va faire des campagnes SMS avec la solution, on va faire des campagnes de mail. Et après, il y a le côté vraiment authentique du trail et de l'événement sportif à notre échelle. C'est qu'en fait, il n'y a pas de prise de tête. Ou du moins, s'il y a une prise de tête, le soir, on boit un coup. Voilà, c'est vraiment très, très authentique et une relation plutôt amicale. On se connaît tous. On souhaite les anniversaires. C'est vraiment une relation plutôt cordiale et amicale, quoi. Donc il y a cet esprit-là qui règne, surtout. Toi aussi, tu as les mêmes bénévoles qui reviennent d'année en année? Ouais, on a des bénévoles, ils sont là depuis 16 ans. Et ils sont là tous les ans, et ils ont 75 ans. Et pour eux, ils ne se voient pas. On a eu un reportage dans France 3, ils ne se voient pas arrêter, en fait. Ils ont 75 ans, ils disent, bon, jusqu'à ce que ça soit la fin, on ira, quoi. Parce qu'ils ont cette âme et que c'est très authentique. Et les coureurs... Vous allez sur nos réseaux sociaux, pendant le week-end, les gens ils parlent que des bénévoles. On ne parle pas de la performance du premier, même si c'est très important, on parle vraiment de l'aspect bénévole, quoi. Voilà, ça répond, j'espère, non? Bonjour, moi je voulais juste rebondir sur le phoning vis-à-vis des événements où il y a beaucoup de bénévoles. Moi je travaille à Solidays. Et donc on a 2100 bénévoles et nous on utilise encore le phoning sur certains aspects, mais on passe par les bénévoles. En fait c'est le phoning de bénévole à bénévole qui fait que ça fonctionne aussi. Donc ça peut être en tout cas un recours. Donc sur certaines missions, parfois on réquisitionne entre guillemets le temps de certains bénévoles pour nous aider à contacter la communauté pour les engager sur certaines missions vis-à-vis du festival ou vis-à-vis de la vie de l'association, parce que Solidays c'est aussi Solidarité Sida et que du coup on a une communauté qui est avec nous sur pas mal d'événements à l'année également. En fait, dans là-dedans, moi, ce que je considère, c'est de savoir pourquoi est-ce que le bénévole il va venir. C'est quoi sa motivation? Est-ce que c'est venir chercher du lien social? Est-ce que il vient là parce qu'il connaît quelqu'un qui l'a amené là? Il vient là parce qu'il était coureur l'année d'avant et qui vient rendre service après? Enfin, il y a plein de raisons en fait de venir bénévole sur un événement. Et l'une des principales raisons, du moins ce que j'ai identifié, c'est quand même cette histoire de venir chercher du lien social. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. On a vraiment remarqué ça sur le Grain du Finistère et qui connaissent personne en fait. Ils arrivent là, et puis du coup, il faut les intégrer dans l'événement. Et quand moi je vois quelqu'un qui s'inscrit et que je connais pas, je sais pas comment il a connu l'événement. Enfin, du moins, on est au tout début, donc il faut vraiment impulser une dynamique. Après, c'est des choses qui vont. J'imagine pas que dans 5 ans, je vais devoir continuer à appeler, mais en fait, je pense qu'ils auront un référent avec le système des groupes WhatsApp. En plus, maintenant qu'on met en place, c'est très facile de continuer à communiquer toute l'année et de garder en fait ce lien social. Moi, ça me paraît. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Non, c'est ça. Et puis même, nous, je sais que il y a 56 équipes bénévoles sur le festival et justement, il y a des chefs d'équipe qui restent en communication constante après avec les bénévoles qui font partie de leurs équipes. Donc ça peut être une solution. Via WhatsApp notamment.
Il a quitté Nalvir. Sur la question de la communication, je travaille aussi à Solidays avec Charles. J'avais une question justement sur les groupes WhatsApp. Moi, c'est une question qui me revient parce que j'ai travaillé avec des plateformes qui avaient des systèmes de chat directement intégrés et aussi sur des questions d'RGPD sur WhatsApp. Et du coup, je sais que par exemple, sur les JO, il y avait du Telegram ou du Signal qui était utilisé. Je sais que c'est d'autres formes d'applications que celle de Recrutir, mais voilà, je voulais connaître vos avis là-dessus. Alors moi j'ai un principe fondamental, surtout que je suis principalement seul à l'organiser. Le jour J j'ai plein de gens, mais j'utilise vraiment tout le temps la loi de Pareto, 20-80, tout ce qui 20% de mes actions c'est 80% des résultats. Tant que j'ai pas de problème ou que le risque est infime, pour l'instant c'est next. Alors un jour je serai embêté, peut-être que je commence à réfléchir, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc je repasse ce sujet RGPD personnellement. Mais... Alors nous on a... Non, juste pour rebondir sur ce que nous on voit chez nos clients qui utilisent beaucoup WhatsApp, et c'est incontournable, on le voit aussi chez nous, hein, quand on envoie un SMS c'est un coût. Pourquoi c'est un coût? Parce qu'on est refacturé derrière, donc c'est normal. Et WhatsApp c'est gratuit. Ce que font beaucoup nos clients, c'est que tu peux créer des groupes dans WhatsApp et tu peux partager des liens d'invitation. Et donc tu ne vas pas les ajouter à des groupes WhatsApp, tu vas leur dire vous pouvez rejoindre un groupe WhatsApp. Donc quand ils font ça, c'est qu'ils le font de leur propre gré, comme quand tu commandes en ligne et tu acceptes les conditions générales de vente. Tu vois. Donc quand tu fais ça, c'est le bénévole qui accepte de rejoindre un groupe WhatsApp, donc c'est pas toi qui lui impose d'aller sur ce système-là, tu vois ce que je veux dire? Alors après, aussi, la grosse différence de la culture et du sport, du moins du sport sur la partie associative et à nos échelles, c'est qu'on est beaucoup moins surveillé et regardé que la culture. C'est-à-dire que nous, ça fait 16 ans qu'on existe, il n'y a jamais l'URSSAF qui est venu à un événement à l'Infernal. Et ça, je sais que peut-être le jour où ils viendront, on les accueillera, peut-être les bras ouverts ou pas, mais en tout cas, c'est à la Vosgienne. C'est à la Vosgienne. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre la culture et le sport, aussi bien sur la gestion des mécénats, des partenariats. Je sais que c'est très très contrôlé dans la culture. Nous, je vois Guillaume au fond, il est en train d'appeler l'URSSAF pour dire d'aller voir avec plaisir. En septembre prochain. Mais c'est vrai que nous, là-dessus, on a des marges de manœuvre que la culture n'a pas et que vous n'avez pas. La RGPD, si, on le fait avec Sport Chrono, qui est notre gestionnaire d'inscription, mais pour la partie inscription, mais sur la partie bénévole, on n'en a jamais parlé. C'est même pas un sujet qu'on a abordé un jour en réunion. Alors que je pense que c'est au cœur des discussions sur la partie plutôt culturelle. Ouais, pareil, je pense aussi sur tout ce qui est... Tu fais pas de convention de bénévolat, de charte de bénévolat, d'adhésion à une association? Alors pas d'adhésion, mais par contre on a une charte qui donne un peu les règles de vie entre bénévoles et en communauté. Donc, mais c'est des règles de savoir-vivre. Donc non, il n'y a pas de convention, non. On fait notre AG annuel, on les invite et puis voilà. Il n'y a pas du tout... voilà, ça se passe comme ça chez nous en tout cas. On a peut-être tort, mais en tout cas non, c'est plutôt bonne franquette. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même c'est des mondes très différents où justement tu vas vraiment le gérer un petit peu comme toi tu le sens et sans forcément te poser des questions que vous allez vous poser dans le monde du festival où tu vas te sentir, faut te protéger, il faut assurer. Je pense qu'il y a aussi une question de budget. On ne parle pas du tout des mêmes budgets. Hein. Nous, on accueille 6700 coureurs avec 400 000 euros de budget. Des festivals, c'est quelques millions d'euros de budget. Donc on est à des années-lumière. Il y a beaucoup moins d'argent qui circule dans le sport associatif, enfin du moins dans le trail sport associatif. Je sais que les événements running plutôt liés à des entreprises, c'est beaucoup plus contrôlé. Mais en tout cas, nous, à nos échelles... non, c'est des petits budgets. Alors, je ne parle pas du TMB, des marathons de Paris, etc., SO, mais en tout cas, on ne génère pas du tout les mêmes revenus et les mêmes impacts financiers, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions Ou est-ce que c'est bon pour... C'est pas une question, mais plutôt une participation. Je rebondis sur le groupe WhatsApp.
alors, ça se trouve, ça existe déjà beaucoup dans vos associations, événements sportifs et culturels. Le canal WhatsApp est une bonne solution aussi, même en termes de RGPD, puisque du coup, il n'y a pas de partage de numéro de téléphone. Et surtout, les bénévoles n'ont pas la possibilité de nous répondre. C'est un plus quand on a beaucoup de bénévoles, notamment quand on en a près de 4000. Et en fait, c'est pas mal parce que ça permet de partager de l'information sur un groupe WhatsApp, de donner de l'information où se situe le parking, de reposter la fiche d'affectation, les horaires, les dotations, etc. Et on n'a pas ces questions de RGPD en tout cas. Et j'ai essayé moi pour la première fois et ça fonctionne hyper bien. On a eu des super retours des bénévoles. C'est un bon retour, ça. Ok, bah écoutez, il n'y a plus d'autres questions. Ok, bah ce que je vous propose, bah merci en tout cas pour votre temps. Merci Ben.